Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du futur. Au programme aujourd'hui, à quel âge se créent les stéréotypes de genre à l'école? Et réponse, ce sera dans Génération Talent avec 2 lycéens irlandais sacrés meilleurs jeunes scientifiques de l'Union européenne. Une idée derrière la tech, évidemment, avec Guillaume Gralet du magazine Le Point. Et pas que Guillaume, aujourd'hui on va revenir avec toi sur le champ de bataille ukrainien, oui, mais avec une autre forme de résistance, la cyber-résistance. Ouais, en fait, c'est assez dingue de voir des entrepreneurs qui le jour travaillent dans une start-up et littéralement la nuit vont au combat. Alors, ils peuvent aller au combat de manière très physique, mais ils peuvent le faire également via des écrans d'ordinateur. Et on y revient avec toi dans un instant. Notre question du jour, tiens, c'est plutôt un nouveau format, mais c'est surtout un prof défroqué et un pédagogue de la transmission. Un docteur S illustration qui croque l'actualité plus vite que son ombre, agrégé d'histoire avec un grand et un petit H. Il a gardé la majuscule de son prénom pour mieux s'en faire un diminutif. Il a des choses à dire ou plutôt à dessiner. Format masterclass aujourd'hui dans l'École du futur avec celui qui nous fait le cadeau de l'inaugurer, Julien Bergeau, a.k.a. Jules, dessinateur de presse, auteur de 50 nuances de grec, Silex and the City. Vous avez relooké Is No Good et Lucky Luke, dont le nouveau tome sort justement aujourd'hui. Ça s'appelle L'Arche de Rantanplan chez Dargaud, bien évidemment. Bonjour à vous, Julien. Bonjour. Et tout de suite, focus. C'est une enquête qui a permis de mettre un âge sur la construction des stéréotypes. Selon les recherches de Cormac Harris et d'Alan O'Sullivan, les biais de genre apparaissent chez les enfants âgés de 5 à 7 ans. Édouard Denuot revient sur les travaux de ces sociologues en herbe. Cormac Harris et Alan O'Sullivan sont 2 adolescents de Cork, en Irlande. En 2020, à l'âge de 16 ans, ils remportent le prix du meilleur projet scientifique au BT Young Scientist and Technology Exhibition, mais également la somme de 7 500 € qui va avec. Ce concours scientifique est destiné à tous les élèves des écoles européennes. Créé par Tom Burke et Tony Scott, il a lieu chaque année au Royal Dublin Society depuis 1965. Cormac Harris et Alan O'Sullivan ont réalisé une enquête sur la dominance des stéréotypes de genre présents chez les enfants de 5 à 7 ans et la mise en place de moyens pour les combattre. Leur enquête leur a valu de devenir les 56e lauréats du meilleur projet scientifique. Les 2 adolescents ont voulu montrer dans leur projet à quel point les clichés rattachés au genre étaient présents, et ce, dès le plus jeune âge. Pour cela, ils ont rassemblé 376 élèves et leur ont demandé de dessiner sur une feuille de papier un ingénieur sans préciser son sexe. Les résultats de cette expérience étaient particulièrement révélateurs. 96% des garçons ont dessiné un ingénieur homme, alors que seulement 50% des filles ont dessiné une ingénieure femme. Cette enquête a donc permis de révéler que le sexisme est présent même chez les très jeunes garçons et qu'il est donc important de combattre ces stéréotypes dès l'enfance. Et retour sur le plateau de l'École du futur avec un nouveau format aujourd'hui, un format masterclass avec un invité dont on ne connaît pas forcément le passé éducation ou tech et qui va nous aider justement à le révéler. Vous ne soupçonnez pas peut-être ce passé éducation pour Jules, dessinateur de presse, auteur de 50 nuances de grec, de Silex and the City et du nouvel album de Lucky Luke. On en parle tout de suite avec lui justement. Jules, justement, aujourd'hui c'est un grand jour puisque nous sommes le 21 octobre et que le nouveau tome de Lucky Luke sort. Un Lucky Luke un peu particulier parce que cette fois-ci, vous nous emmenez dans une aventure quasiment végane. On va découvrir ensemble les droits, justement, le droit animal, on va le revisiter. L'Arche de Rantanplan, c'est un peu une façon de se dire qu'on ne peut plus aujourd'hui justement faire de BD sans avoir un prisme sur l'actualité et absorber les changements sociétaux. En fait, moi, ça fait 10 ans qu'on m'a proposé de reprendre Lucky Luke, et donc c'est mon 4e album. Alors à chaque fois, c'est un peu difficile, parce qu'il faut être à la fois dans la tradition d'un Lucky Luke, c'est-à-dire de l'humour, de l'action, un peu lisible pour toutes les générations, c'est quelque chose de très transversal, et en même temps, moi, j'avais pas envie d'être dans le pur divertissement, Lucky Luke et les poneys magiques, et donc j'avais envie que ça résonne avec aujourd'hui. Et en même temps, c'est pas comme d'autres séries à moi, Silex and the City, 50 nuances de grec, où vraiment on commente l'actualité avec un prisme un peu absurde, historique. On reste dans le monde du Far West. Mais il se trouve qu'à la fin du 19e siècle, aux États-Unis, il y a eu plein de choses dans lesquelles notre quotidien, notre contemporain prend racine. Et donc plein de débats qui fragmentent, traversent nos sociétés étaient déjà implantés à ce moment-là. Et c'est-à-dire que cette question du bien-être animal,
ces débats sur la chasse, sur l'élevage, sur notre rapport justement à d'autres formes de vivants, eh ben, ils sont nés à ce moment-là. Parce qu'en 1866, et moi j'aime bien prendre un point de départ historique, là pour le coup c'est l'ancien prof d'histoire qui parle, Absolument, il y a eu la première SPA qui a été créée aux États-Unis avec un personnage, Henry Berg, qui était authentique, qui a créé cette société à New York, qui a fait une tournée dans le Far West pour sensibiliser les cow-boys, les durs, au respect des animaux. C'était pas gagné évidemment dans un monde aussi brutal pour les humains que pour les bêtes. Et c'est le point de départ de ce Lucky Luke. Et donc moi j'aime bien en plus toucher du doigt des sujets qui peuvent être un peu délicats à manipuler. Mon premier Lucky Luke, c'était Lucky Luke et les Juifs. Mon précédent, c'était Lucky Luke et les Noirs. On se dit, ah non, la question religieuse, des communautés, la question raciale, on peut pas vraiment faire ça, c'est quelque chose de trop douloureux, trop compliqué, on va se prendre des coups partout. Et en fait, non, à chaque fois, ça a bien fonctionné. Et ce truc-là, qui paraît peut-être un peu plus anodin, mais qui en fait est très, je dirais, polémique autour d'une même table dans une famille. Très souvent, on s'engueule sur ces sujets. On voit bien qu'il y a des fossés générationnels. Il se trouve que c'est un album qui sort l'année de la fameuse polémique du barbecue de Sandrine Rousseau. Mais ça, vous ne pouviez pas le prévoir pour le coup. Ah non, mais oui, mais en fait, c'est toujours... Ça, c'est ça qui est magnifique avec le dessin et l'humour, c'est qu'on a une espèce de dimension prophétique. Et on sent, on a des capteurs comme ça, des moustaches de souris, qui nous disent les choses qui sont dans l'air du temps. Et très souvent, on travaille 1 an, 2 ans sur un sujet. Un Lucky Luke, c'est 2 ans à peu près. Le travail, entre le moment de la première idée et la sortie de l'album. Et on a quelque chose qui apparaît, qui se cristallise. Donc il y a des questions des accidents avec les chasseurs, toutes les interventions des groupes activistes dans les élevages industriels, et évidemment ces histoires de manger de la viande ou pas. Est-ce que c'est le patriarcat blanc? Est-ce que c'est quelque chose du monde passé? Ou au contraire, est-ce que c'est un patrimoine culturel? Ces questions, j'avais envie de les mettre en scène dans le Lucky Luke. Comme toujours, Lucky Luke, c'est pas un pamphlet qui prendrait parti. Ça met en scène les différents protagonistes avec leurs différents points de vue. Et Lucky Luke, qui est un super-héros, il arrive toujours à rétablir une espèce d'équilibre, d'harmonie. C'est pas le bon sens près de chez vous, mais il y a une forme de vertu. En ça, c'est un super-héros, parce qu'on est dans un monde hyper clivé, où toutes les questions, à travers la caisse de résonance des réseaux sociaux, puis des médias en général, sont mises en scène dans une espèce d'antagonisme. Donc on se sent toujours obligé d'être agressé ou agressif. Et Lucky Luke, du fait que toutes les générations le lisent, les hommes comme les femmes, un peu dans toutes les régions, toutes les classes sociales, qu'on soit un ouvrier... C'est totalement œcuménique en réalité, comme titre et comme BD. Et ça, c'est rare finalement dans la production culturelle. Les trucs sont très très formatés parce qu'on a chacun tous notre écran avec... Justement, les gens qui connaissent un minimum la technologie savent bien que ce qui nous est proposé est entièrement formaté. C'est du sur-mesure pour chaque consommateur en fonction des contenus précédents. Et donc, on passe notre vie à manger notre propre vomi, comme certains animaux. C'est-à-dire qu'on nous donne à manger que ce qu'on a déjà digéré au moins 1 ou 2 fois. Et Lucky Luke, ça permet de mettre tout le monde autour d'une même chose, de partager et de circuler comme ça au sein d'une famille. C'est-à-dire que ça redevient la langue vernaculaire, finalement, qui permet à la famille, qui permet à toutes les générations de pouvoir débattre sainement à nouveau. C'est un anti-algorithme en fait, c'est-à-dire que ça va tout sauf vous donner ce que vous avez envie ou ce qu'on pense que vous avez envie d'avoir, et c'est vraiment un tour de force en fait. Et ça ressemble à... En fait, c'était comme ça avant. À vrai dire, il y avait beaucoup de choses. Il y avait 2 chaînes de télé, donc tout le monde, qu'on aime ou pas, regardait Interville ou Dallas, et puis les gens en disaient du bien, ou Benny Hill, ou en disaient du bien, on disait du mal, et avait une espèce de base commune. Alors, aujourd'hui, on a un champ culturel qui s'est ouvert, c'est une bonne chose, on s'ouvre à plein d'autres choses, mais aussi, la technologie a fait que c'est une espèce d'ouverture-fermeture qui fait que on prend une grande bouffée d'air, et puis très vite, on referme le couvercle. Et pour justement bien capter l'air du temps que vous savez si bien transmettre et synthétiser justement dans tous ces titres et dans toutes ces BD, encore faut-il connaître son passé. Et ça tombe bien, parce que le passé, vous le connaissez mieux que personne. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez été prof d'histoire, pas que prof, en l'occurrence, agrégé d'histoire. Vous avez enseigné notamment à l'université de Marne-la-Vallée, puis spécifiquement l'histoire chinoise à l'ENS, car... Vous avez aussi une spécialité, c'est cette passion justement pour l'histoire asiatique et l'histoire de la Chine en particulier. Jules, prof, ça donnait quoi exactement? Je n'ai pas poursuivi la carrière de prof, malgré toute l'admiration que je porte de manière infinie aux enseignants, de façon générale. Je pense que c'est des espèces
héros et de saints modernes, parce que c'est voilà la reconnaissance sociale, économique est vraiment disproportionnée par rapport aux vertus et aux apports qui donnent à la société. Mais en fait, moi, j'avais un problème de patience, c'est-à-dire que j'ai cette espèce de défaut de détester répéter les choses. Et la redondance pédagogique, c'est un petit peu la base. Quand on n'a pas compris, il faut que ça puisse être répété devant une classe. Il y a toujours quelqu'un qui n'écoute pas ou qui n'a pas vraiment capté le truc. Et donc répéter, ça me rendait fou. Et je me rends compte que j'ai choisi ce métier de dessinateur parce que justement, sans cesse, c'était nourri par quelque chose d'autre. J'aimais pas repasser par les mêmes sentiers, alors qu'il y a des gens que ça dérange pas, en fait, et qu'on cette patience-là. Il y avait ça. Et puis, il y avait la dimension des copies. Parce que quand je corrigeais des copies, je sais que c'était un sujet... J'avais toujours l'impression que je devais faire comme des espèces de petits haïkus ou des espèces d'œuvres brèves. Et donc, je me rappelle très bien que ça me prenait des heures et des heures. C'était trop. Et donc, les copies d'histoire, c'est en plus des élèves qui étaient d'université. Donc, c'était des choses plutôt conséquentes. C'était pas juste des petites interros sur des questions de cours. Et donc, moi, j'écrivais des pavés en faisant des blagues, en essayant de faire rire les gens. En même temps, je devais être considéré comme un professeur un peu vache parce que je me moquais d'eux quand ils disaient des conneries. Bon, mais j'ai de dessin aussi. J'étais pas sadique. Alors non, j'allais pas jusqu'au dessin, quoique ça a pu m'arriver une ou deux fois. J'aurais été un de vos élèves, j'aurais gardé précieusement les copies, parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, ça peut peut-être, en effet, non seulement être un très beau souvenir, mais en plus valoir assez cher sur le marché, justement, du dessin. L'enseignement, parce que, si j'ose dire, vous êtes un peu le fils du mammouth, ce fameux mammouth que Claude Allègre voulait dégraisser au début des années 2000. Père et mère, à la fois prof de lettres et prof d'anglais, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Oui, bah c'est un truc, tous les gens qui ont un lien familial avec des gens qui sont liés à l'éducation nationale savent très bien ça, que ce soit leurs parents, leurs oncles, leurs tantes, leurs grands-parents. Il y a une espèce de mode de vie, hein, c'est comme une espèce d'état dans l'état, et donc ça existe moins maintenant, mais c'est-à-dire que les gens qui s'habillent à la Camif, qui sont assurés à la Maïf, qui ont un truc à la Casden, ils vont à la Bred, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de dress code total et puis des types de vacances qui font, comme il y a pas mal de vacances l'été, donc c'est toujours le même genre de vacances, les trucs, les locations à la campagne. Enfin, et tout ce truc-là, c'est pas seulement une façon de voir le monde et d'appréhender le savoir, c'est aussi une façon de respirer, hein, de manger. Donc oui, c'est sûr que j'ai été influencé par ça. C'est pour ça aussi que j'ai une tendresse particulière, une bonne connaissance finalement de comment ça marche, et puis aussi peut-être que je m'en laisse pas compter non plus. En fin de compte, j'étais, comme très souvent, statistiquement, les enfants de profs, un bon élève à l'école, même si j'ai pas eu un parcours scolaire classique, parce que j'étais dans un système un peu alternatif, à l'école alsacienne notamment. Oui, pour quelques années de lycée, mais surtout toute ma scolarité de la maternelle à la troisième, c'est-à-dire vraiment les années de formation, c'est à l'école de Crolly, qui est une école de pédagogie alternative dans le bois de Vincennes, un peu dans le style Montessori, Steiner, etc. Bon. Et là, c'est une école où on vous apprend à désapprendre un peu, à avoir son propre jugement, au contact des autres, à être très autonome. Donc on n'avait pas de devoirs, pas de notes, il n'y avait pas du tout de compétition, de hiérarchie. Non plus, ni entre les élèves, ni entre les matières d'ailleurs. Et donc, c'est-à-dire que le dessin était autant valorisé que les mathématiques. Voilà, il y avait le mur de tag qu'on pouvait taguer, puis on élevait des dindons, et puis à la fois, on faisait aussi de l'algèbre, évidemment. Et on choisissait son programme. Donc moi, je suis devenu prof d'histoire, chercheur, et pourtant, je suis passé directement de l'Antiquité romaine à la Révolution française. J'avais un trou au milieu, parce que je n'avais pas choisi les cours qui étaient entre. Mais bon, malgré tout, en lisant, etc., en s'ouvrant au monde, je me suis nourri autrement. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui, justement, fort j'allais dire de ce passif, on n'est pas l'homme du passé certainement, mais fort justement de cet apprentissage différent et de ces pédagogies que vous avez justement vécu vous-même, enfant, puis adolescent, la façon dont vous êtes confronté en tant que prof au système universitaire, quel regard vous portez sur l'école? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Comment est-ce qu'on peut mieux s'inspirer pour mieux transmettre? Parce qu'encore une fois, votre vie, c'est une vie de transmission, Jules. C'est une transmission différente parce que c'est celle qui me correspond. C'est dire une fois les choses. Ça passe par l'humour parce que je crois que c'est aussi un outil extrêmement efficace.
bien malin qui saurait exactement ce qu'il faut faire pour changer les problèmes de l'école. Aujourd'hui, c'est un vrai problème social. Il y a des disparités sociales considérables qui sont reproduites par l'école, alors qu'elle devrait justement passer un petit peu au-dessus. Et en fait, il y a tous les dispositifs par rapport à la mixité scolaire qui, en général, aboutissent à des échecs. C'est un truc vertigineux. Je pense qu'il faudrait que les meilleurs profs, les plus enthousiastes, aient beaucoup de liberté pour expérimenter des choses dans les écoles les plus pauvres, en fait, tout simplement, dans les quartiers les plus pauvres, où finalement les 3/4 des gens un peu aisés ont mis leurs enfants dans le privé et que finalement l'école publique se retrouve un peu voie de garage. C'est super dur pour les profs, c'est un environnement avec des classes un peu trop toniques pour les petits et carrément en révolte pour les grands. Et donc de pouvoir, malgré tout, parce qu'il y a des profs qui ont des ressources infinies et qu'on les aide à ça, voilà, pouvoir mettre tout le paquet là-dessus. Et puis avec du côté de l'histoire, on voit bien depuis l'assassinat de Samuel Paty que c'est quelque chose qui est aussi totalement explosif et qu'il faut réussir malgré tout à par, j'en sais rien, le charme, la surprise, peut-être les chemins de traverse, restaurer un truc où on peut raconter des choses, on peut transmettre des choses sans que ce soit... On parlait tout à l'heure de l'antagonisme juste exploité jusqu'à la mort par les réseaux sociaux, dans une zone de guerre, une zone de combat intellectuel et social. Voilà, qu'il y ait une espèce d'amour et de plaisir qui soit transmis. Et ça, pour ça, il faut multiplier par 2 les salaires des profs, par 3 les salaires des profs, que les directions ne soient pas des espèces de structure contraignante, administrative, qui coupe, rabote tout ce qui dépasse du rang. Et bon, voilà, ça c'est en tout cas une chose qu'on peut espérer, faire des souhaits. Mais bon, c'est un petit peu le puits au souhait. Hein, en tout cas, c'est les souhaits que vous formulez. Et on rappelle que les concertations avec notamment l'Éducation nationale viennent de s'ouvrir pour les professeurs sur la revalorisation de leur statut, de leur salaire et aussi le fait de pouvoir exercer dans de meilleures conditions. Si je vous entends bien sur la première partie d'ailleurs de la réponse, vous nous dites aujourd'hui que ça ne sert à rien finalement de repenser l'ascenseur social, vous me prendre un hyperloop de la méritocratie. Alors, en fait, moi j'adore la novlangue, mais c'est vrai que l'hyperloop, là, il m'a... Ça marchait mieux pour Guillaume Gray. Ah ouais, il m'a hyperloopé d'un coup, là. Mais... je pense que tout le discours un peu prêchi-prêcha de la méritocratie, moi je pourrais imaginer ça, voilà, j'étais dans mon HLM en banlieue, étant enfant, mes parents étaient profs, j'étais un bon élève, je suis allé à Paris faire des études, et puis j'ai eu un plein de diplômes prestigieux, et puis finalement je m'en suis écarté pour faire les trucs qui m'amusaient et qui me plaisaient. Ça peut être un itinéraire typique, mais il faut évidemment se méfier toujours des gens qui, en vertu d'un affichage justement d'un itinéraire particulier, essaient de généraliser. On sait très bien que statistiquement, c'est quand même des oiseaux rares qui réussissent à s'en tirer parce qu'il y a une espèce de pesanteur sociale évidente, pesanteur spatiale. Tous les anthropologues et les sociologues qui bossent sur ces questions-là savent bien que le déterminisme, il passe avant tout par le fait qu'on ne s'imagine pas possible telle ou telle chose. Et c'est pas que ce soit techniquement possible ou pas possible. Si on nous dit oui, voilà, c'est ouvert aux gens de banlieue, de ZEP, de REP, d'autres acronymes qui viendront. Si on a le blocage mental et on se dit que non, c'est pas pour moi, de toute façon, rien n'adviendra. Bon, je sais pas trop quelle est la baguette magique, mais c'est ça. Oui. L'imagination au pouvoir. Oui, mais l'imagination surtout de la valoriser, c'est-à-dire que de dire que c'est la chose qui est la plus précieuse qu'on puisse avoir. Il y a un livre, moi, qui me touche beaucoup, qui est un livre pas le plus connu de Martin Eden, Jack London, et c'est en fait un livre qui s'appelle La Vallée de la Lune, et c'est un couple très très pauvre à Auckland, dans la baie d'Auckland, de l'autre côté de San Francisco, dans les faubourgs ouvriers, et bon, le premier quart du roman, c'est la catastrophe, c'est du surzola. Le mec est en tôle après une grève, alcoolique, bat sa femme, elle est dans la misère la plus noire. Et puis à un certain moment, en fait, elle traîne, elle est prête à se foutre à l'eau. Hein. Et puis un petit gamin qui traîne sur la plage, et puis elle embarque dans la barque du gamin qui va pêcher, et elle s'écarte de 200 mètres de la côte. Et en fait, depuis la mer, elle voit sa ville, son faubourg merdique de Auckland, et tout d'un coup, parce qu'elle a fait un pas de côté, et qu'elle voit spatialement sa ville de l'extérieur, elle dit, mais en fait, je suis pas obligé de rester là. Et au fond,
je peux partir, je suis pas enraciné à ça, mais il a fallu ce hasard de prendre le bateau et de faire 200 mètres dans la baie pour se regarder de l'extérieur. Et ce truc-là, on n'a pas souvent la chance et le hasard de pouvoir l'expérimenter. Et ce petit état-là, et ensuite, bon, ça finit bien, c'est un des rares longs romans de Jack London qui finit pas par un truc totalement plombant. Justement, prendre de la perspective, du champ, de la hauteur, on continue à le faire avec vous, Jules, et avec Guillaume Gralet. Dans un instant, la face cachée de la Lune et la face cachée de Jules, c'est dans la deuxième partie de cette émission. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète Tech. Et c'est le Zap avec Édouard Degnaud. That loving is so easy. Some may define it as you. Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Jules, Julien Berger, dessinateur de presse, auteur de 50 nuances de grec, Silex and the City, et ce nouveau Lucky Luke qui sort aujourd'hui, un Lucky Luke au pays, justement, du droit et du bien-être animal, l'Arche de Rantanplan. Comment ai-je pu oublier ce titre? Enfin, Jules, c'est complètement fou. Premier ouvrage aussi, sans images, ça c'est en librairie, 50 nuances de grec, l'épopée philo, et puis un long métrage de l'univers de Silex and the City qui sera sur nos écrans d'ici une petite année. On continue à en parler dans un instant, justement, mais d'abord, Guillaume Gralet a une idée derrière la tech. Et Guillaume, avec toi, on va revenir sur ton reportage, notamment en Ukraine, puisque tu rentres justement, notamment de Kiev. Tu as pu observer la cyber-résistance ukrainienne se mettre en place. Aujourd'hui, justement, ce combat, on continue à le suivre avec toi, notamment parce qu'un hackathon est en train, justement, aujourd'hui même, de se dérouler pour pouvoir grossir les rangs de la cyber-armée ukrainienne. Ouais, et puis un des organisateurs, en fait, c'est quelqu'un qui s'appelle Yegor Oshev, qui est un entrepreneur de Kiev et qui... il y a déjà 6 mois, en fait, lançait un appel à la mobilisation. Il disait, si au lieu de rester inactif, on peut, chez soi, n'importe où dans le monde, depuis son écran d'ordinateur, aider les combattants ukrainiens, eh bien, c'est possible. Il expliquait qu'à l'époque, on avait du mal à convaincre les chefs d'État de tous les pays d'envoyer des armes sur le front. Et il expliquait qu'une des manières d'aider, c'était de rejoindre la Cyber Unit Technologies, qui s'est... et Yegor Oshev s'est imposé, en fait, comme un des héros, un des leaders de ce mouvement de résistance en ligne.
Oui, ce qu'on sait, c'est qu'il est docteur en physique, il est natif de Kiev, et surtout, le premier but de ce hackathon et de ses travaux, c'est de protéger les infrastructures critiques de son pays. Par infrastructures critiques, on entend évidemment les bases, justement, de l'Internet ukrainien. Oui, et puis des attaques, des cyberattaques qui peuvent avoir des effets très concrets sur le quotidien des habitants. D'ailleurs, dès 2015, l'Ukraine a remarqué des problèmes sur son réseau électrique, des problèmes qui sont dus de cyberattaques qu'on a attribuées au pouvoir russe, qui s'en est bien sûr défendu. 3 ans plus tard, c'était une unité de purification d'eau qui a mis en danger l'outil de mesure du chlore qui a été attaqué. Et en juin 2022, donc il y a très peu de temps, Microsoft a publié un rapport sur les cyberattaques attribuées aux Russes et qui a expliqué que cet espionnage stratégique contre des gouvernements, des groupes de réflexion, des entreprises a touché pas moins de 42 pays avec des effets très concrets comme en Ukraine, comme on vient de le voir. Donc l'idée, c'était justement de protéger toutes ces infrastructures clés pour le quotidien des habitants et puis également aussi avoir une petite unité d'attaque. Ça, c'est revendiqué en fait par les cyber-résistants ukrainiens. Car la meilleure défense, c'est l'attaque. Et justement, depuis le début du conflit, l'Ukraine n'est pas restée les bras croisés, loin de là. Ouais, 2 jours après l'invasion russe, on est le 25 février 2022, Mikhailo Fedorov, donc qui est le premier vice-premier ministre et ministre de la transformation numérique, a annoncé la création d'une IT Army. C'est une armée qui défend les infrastructures critiques, mais qui a également listé des cibles, pas moins de 31 en Russie. Et parmi ces cibles, eh bien, il y a des banques. L'idée derrière ces cybercombattants ukrainiens, c'est de dire que si on attaque les banques, le quotidien également des Russes, ceux-ci vont peut-être se rebeller contre le pouvoir, contre Moscou notamment. Et il y a énormément d'exemples, notamment depuis le début du conflit. On a parlé de ces attaques potentiellement contre les banques, les hôpitaux, les infrastructures du pays, le gouvernement. Il y a d'autres exemples prégnants depuis le début de la guerre. Oui, il y a notamment l'unité Wagner, vous savez, qui est proche du pouvoir russe, qui est une unité de combat, qui a été très active en Afrique et qui a vu son site attaqué par ces cyber-résistants. Une guerre de l'ombre qui est donc loin d'être terminée, on le comprend avec toi. Oui, alors, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant en allant notamment à IT Arena, c'est une conférence tech qui a eu lieu à Lviv, donc dans l'ouest du pays, le 30 septembre et le 1er octobre. L'idée, c'était de réunir pas moins de 1000 entrepreneurs, notamment ukrainiens. Ça avait lieu dans un bunker. L'idée, c'était de dire, on va continuer à vivre un peu comme si de rien n'était. Malheureusement, Lviv a été bombardé quelques jours après. Mais il y avait une intervenante qui s'appelait Kim Zetter qui disait attention, les Russes n'ont pas encore totalement déployé leur arsenal cyber, donc il faut continuer à se mobiliser et c'est tout l'esprit de ce hackathon qui est organisé en partie par Yegor Oshev. C'est également là un appel aux cybercombattants du monde entier à les rejoindre. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on fait appel aux compétences techniques, juridiques, mais également psychologiques, ou en tout cas d'analyse de l'information, eh bien, pour que les sites de désinformation, qui sont une des autres cibles de ces cybercombattants, soit le moins efficace possible. Et la question est donc de savoir si cette spécificité des cyberattaques va jouer un rôle déterminant dans ce conflit ouvert. Ce que je trouve très intéressant avec les cyberattaques, c'est que c'est un outil asymétrique, c'est-à-dire que ça va permettre, avec relativement peu de moyens, de renverser une situation où des personnes qui sont agressées, qui n'ont pas forcément les mêmes moyens militaires que l'agresseur, vont pouvoir déstabiliser leur adversaire. C'est en ça que c'est intéressant, je trouve. Et cette actualité, justement, Jules, vous la traduisez en dessin. Ça, c'est ce qui se passe sur votre compte, notamment Instagram au quotidien. C'est important pour vous d'avoir ce prisme direct sur l'actualité, de pouvoir exprimer rapidement en traits ce que peut-être des articles, ce que des reportages mettent plus de temps, justement, à nous faire parvenir. Oui, moi, ça m'a toujours nourri. Quand j'étais petit, que je faisais des fanzines à l'école, que j'avais 11 ans, je commentais déjà l'actualité. En fait, il y avait la guerre au Liban, je me souviens, je faisais des dessins là-dessus, toujours avec un prisme un peu d'humour noir. Et en fait, ça me servait parce que, étant de tempérament finalement assez angoissé, j'étais très poreux finalement au fracas du monde. Et le dessin me permettait de mettre à distance et d'avoir une espèce d'analyse. Parce qu'effectivement, le dessin, c'est déjà un discours sur un événement. C'est pas une relation des faits comme pourrait l'être un reportage. Donc, c'est déjà éditorial. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, je le fais parce que voilà, ça m'importe personnellement et aussi parce que de pouvoir le diffuser au plus grand nombre, voilà, il y a ce partage-là. Alors, je ne sais pas parce que j'ai une analyse particulièrement plus fine que tous les gens qui sont très spécialisés sur les sujets, mais d'une certaine façon, on peut se demander à quoi ça sert. On sait déjà de quoi on parle, donc ça permet à la fois c'est un peu bravache d'une certaine façon de dire voilà, mais moi je reste là, je ris de tout ça et vous ne m'aurez pas. En général, c'est souvent sur des sujets épouvantables. Ça peut être le terrorisme, ça peut être la guerre en Ukraine, ça peut être la répression en Iran. Et aussi, vous savez, on est démunis quand il y a des deuils chez quelqu'un, chez un proche. On ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas faire revenir les morts. Mais c'est pas anodin de prendre quelqu'un dans ses bras, de réconforter quelqu'un. Et en fait, c'est des dessins aussi qui ont vertu de réconfort. Et c'est-à-dire que pour les Iraniennes qui se font tirer dessus à vue dans les rues, pour les Ukrainiens qui ont leur quartier bombardé, savoir qu'à travers le monde, il y a des dessins qui existent, qu'on se marre, on fait la nique finalement au mal. Peut-être que ça ne l'anéantit pas, mais en revanche, c'est comme un petit mot dans un deuil, ça compte pas mal. Est-ce qu'on peut justement traduire toutes les actualités en dessin ou est-ce qu'il y a des domaines sur lesquels vous préférez ne pas forcément intervenir ? Non, mais j'ai pas de domaine qui, a priori, éditorialement, me serait déconseillé ou fermé. Il y a plein de choses qui m'ennuient. Je me rappelle à un certain moment, il y a longtemps, il y a plus de 20 ans, on m'avait proposé de faire un dessin quotidien dans le journal L'Équipe. Et comme, en fait, je suis éperdument indifférent de l'actualité sportive, je fais du badminton, je fais du vélo, je suis sportif, mais en fait, le spectacle sportif m'est très indifférent. Donc, je ne pouvais pas du tout faire semblant de me passionner pour ces sujets. Donc ça, effectivement, c'est sorti de mon champ d'action. On continue justement à parler de cette carrière, à la fois de dessinateur, à la fois d'ancien prof d'histoire. Comment est-ce que l'historien Jules regarde aujourd'hui le dessinateur d'actualité et surtout le pédagogue de la transmission? Encore une fois, on en parle dans la deuxième partie de cette émission format Masterclass aujourd'hui. Et vous le savez, on est donc aujourd'hui aux côtés de Jules pour l'École du Futur, un numéro spécial de cette émission où justement on revient avec vous sur votre parcours à la fois d'enseignant, à la fois d'historien, aujourd'hui de dessinateur. Guillaume Gralet, évidemment, toujours à nos côtés. Le fait de pouvoir prendre du recul grâce à ces études d'histoire, ça vous permet aussi d'avoir un œil peut-être plus acéré sur l'actualité. D'ailleurs, c'est l'actualité qui vous a fait entrer de plein pied dans votre passion du dessin et entrer dans les rédactions avant de pouvoir prendre un petit peu plus de champ et de pouvoir monter vos propres titres avec Silex and the City et 50 nuances de grec notamment. Oui, ça compte beaucoup. En fait, est-ce que l'histoire me nourrit ? En tout cas, elle me donne envie de creuser des choses. Elle me donne des point de vue particulier. Vous savez, quand on essaie de contempler un paysage, c'est toujours bien de monter sur une chaise ou de trouver un petit monticule pour avoir un point de vue peut-être plus vaste. Et effectivement, la profondeur historique est quand même super riche. Et puis on se rend compte, finalement, on n'a pas beaucoup... On a l'impression que quand on se plonge dans l'histoire ancienne, on retourne à la nuit des temps, une espèce de passé antédiluvien. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Finalement, il y a très peu de générations qui nous séparent de Jésus-Christ. Il y a très peu de générations qui nous séparent d'Homère et très très peu de générations qui nous séparent de l'invention de l'écriture et de l'âge du bronze. On pourrait, dans un wagon de métro, se tenant la main, réunir l'ensemble des générations qui nous relient à l'invention de l'écriture, aux gens qui ont inventé l'écriture. Donc, franchement, c'est très proche. Il y a une espèce de fraternité particulière à travers le temps que l'histoire permet de mettre en scène. Et donc, quand j'écris ce livre 50 nuances de grec, on a l'impression que les temps grands temps mythologiques, gréco-latins, qui sont quelque chose des fondements de la société occidentale, avec la couche de judéo-christianisme qui s'est rajoutée par-dessus. Mais c'est quand même, nos grandes névroses, les grandes structures sociales sont déjà toutes évoquées et mises en scène. C'est un patrimoine magnifique. Se dire qu'on est les mêmes, que ces dieux-là, leur folie nous tend la main, ça permet d'être plus intense dans une espèce de vie qui pourrait être finalement unidimensionnelle.
et qui, tout d'un coup, a du relief, de la couleur particulière. Et ça, moi, j'adore m'en emparer. Absolument, c'est le mythe de la caverne de Platon, littéralement pris au premier sens du terme, en tout cas dans Silex and the City. Il y a toujours ce rapport quand même à l'autodérision. C'est une des bottes secrètes, justement, de vos succès en édition, en BD. Je sais pas, c'est sûr que le premier sujet finalement d'humour, c'est souvent moi-même ou mes proches. On parlait tout à l'heure justement du mammouth. La série principale qui a vraiment fait connaître mon travail au plus grand public, c'était Silex and the City, et c'est un couple de profs, les .com, il y a Spam.com qui est prof de préhistoire géo et Blog.com qui est prof de chasse, en zone d'évolution prioritaire, et donc ce monde-là dont j'avais envie de me moquer, c'était ça. Et puis mon premier album de BD qui est sorti s'appelait Il faut tuer José Bové, et en fait c'était une espèce d'album parodique sur le monde de l'altermondialisme, et justement de la contestation sur les questions environnementales, sociales, etc. Et donc je voyais bien, moi j'étais sensible à tous ces thèmes, donc finalement c'était un milieu dont j'étais proche, que je connaissais bien, et c'était là, j'avais eu envie de balayer devant ma porte, c'est-à-dire avant tout de me moquer de ses propres contradictions, de ses propres paradoxes, qui pourraient, dans un premier regard, disqualifier un discours, un engagement, mais au contraire, finalement, je trouve que ça lui donne au contraire une forme d'humanité, de fragilité, qui pour autant donne encore plus envie, à partir du moment où il n'y a pas l'esprit de sérieux qui obscurcit tout, de s'y vouer corps et âme. Et c'est vrai que certaines formes de... C'est parmi les trucs d'actualité un peu drôles qui occupent beaucoup les médias, il y a toutes les questions justement d'activisme sur les questions de féminisme, d'environnement, etc., avec comme porte-drapeau Sandrine Rousseau, qui est effectivement un personnage fabuleux, parce qu'elle arrive à dire des choses finalement qui sont assez justes, rationnelles et argumentées, mais elle les dit avec une espèce de tel ton péremptoire et un tel esprit de sérieux que ça le disqualifie d'une certaine façon. Donc je pense qu'il y a besoin d'avoir peut-être une malice, je dirais, sarcastique, pour autant qui puisse être fraternelle, mais sans être ce rouleau compresseur, je dirais, des dogmes et des idéologies, qui fait aussi que je ne me suis jamais embarqué dans des histoires de parti ou de militantisme, parce que je pense qu'au contraire, je dirais ce désir de réfléchir aux choses et d'être dans l'époque, ça appartient un peu à tous. Guillaume? Non, moi la question que je me posais, mais vous y avez déjà un peu répondu tout à l'heure, c'est de quand date dans vos souvenirs le premier dessin? Et est-ce que vous vous souvenez sur quoi c'était? Bon, moi j'ai dessiné tout du long, donc il y a, quand je réponds aux interviews, j'ai identifié un dessin, c'est un peu absurde d'y penser, c'est peut-être pas le premier, mais j'étais tout petit et il y avait cette expression qu'on utilisait à la télévision qui était le serpent monétaire. C'était une espèce de jeu sur les monnaies, comme ça, c'était la crise après les premières crises pétrolières, justement, on est dedans. Et c'était à l'époque Raymond Barre, qui était ministre de l'économie, Premier ministre d'ailleurs, Premier ministre, et donc j'avais fait un truc en rapport avec Raymond Barre et le serpent monétaire. J'avais dessiné un genre de serpent dont les anneaux étaient en fait des pièces de 1 franc, et voilà, enfin c'était pas un dessin d'une profondeur d'analyse absolue, mais voilà, mais j'avais, je sais pas, 7 ans, 8 ans, donc je trouvais l'expression marrante, donc je m'étais emparé de ça, quoi. Et il y a toujours ce jeu, justement, entre les expressions, entre la façon de le traduire en dessin, c'est à la fois un jeu intellectuel aussi, ça permet aussi, quelque part, d'aborder une pédagogie un peu différemment, un sujet différemment, se dire qu'on a besoin de toutes ces matières-là pour réussir à mieux comprendre, à mieux appréhender le monde. Oui, moi je fais partie des gens qui... Je suis pas un dessinateur qui est rentré dans le monde par le dessin. Le dessin, ça a été un outil, mais c'est vrai que je suis quelqu'un plutôt de langage. Et donc évidemment le scénario, la réflexion sur les mots, sur les expressions toutes faites, alors les jeux de mots que je pense jamais gratuit d'une certaine façon, c'est n'importe quel psy le dira, l'expression de quelque chose qui est en dessous. On casse une espèce de croûte consciente et un vernis particulier. Et quand, à partir du moment où on commence à tordre les mots et à essayer de les malaxer, on se rend compte qu'ils transportent aussi une part à laquelle on n'avait pas pensé. Ils sont assez chargés. Donc tout ça, oui, le dessin et les mots, ça va ensemble. C'est ça, la bande dessinée, de toute façon, par rapport à la peinture, par rapport à l'illustration, stricto sensu, avec la dimension esthétique, la beauté que ça peut susciter, que ça peut exposer.
la bande dessinée, c'est du récit, avant tout. Donc parfois, il n'y a pas de mots, et ça raconte les choses différemment, mais quand même bien souvent, c'est texte et dessin. Et ce truc aux frontières du roman, de la fiction et du dessin, c'est ultra riche. Et puis on se rend bien compte que de toute façon, maintenant, la bande dessinée a explosé depuis longtemps. Les cadres d'un lectorat qui serait juste un truc d'adolescent, garçon traditionnel qui cherche de l'évasion dans un monde fantasmé, mais pour s'ouvrir à absolument tout le monde et à tous les domaines et dans tous les registres. Le texte, le dessin, oui, mais si j'ose dire, vous avez vous-même apporté une couche de troisième dimension à ces textes et à ces dessins, c'est celle de la voix, pour l'adaptation notamment en télévision de Silex and the City et de 50 nuances de grec. Vous portez plutôt une attention toute particulière justement à ces voix, aux personnages qui vont pouvoir venir interpréter la galerie justement de 50 nuances de grec, que ce soit pour la série sur Arte ou pour le long métrage en préparation, qui devrait être sur nos écrans d'ici un an maintenant. Le son, comment est-ce qu'on arrive à se figurer comment on va passer du son justement et de l'illustration, enfin plutôt du texte et de l'illustration au son? Comment est-ce qu'on imagine cette mise en perspective, cette façon de porter cette histoire? La première fois que j'ai commencé à travailler aux adaptations de Silex, c'était effectivement une question que je me suis posée et je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Mais très vite, en fait, il a suffi que quelques personnes commencent à incarner des personnages pour que ça devienne évident. Et maintenant, à l'inverse, quand je dessine mes albums, quand je fais, quand je suis sur le papier, j'ai des voix qui résonnent parce que j'ai déjà cette expérience de l'animation. Et donc maintenant, c'est pas l'un puis l'autre, mais ça avance vraiment simultanément sur un même front. Et moi, je détestais du moins les acteurs, les actrices et le cinéma. Je les trouvais insupportables. Beaucoup d'entre nous ont croisé dans leur vie des gens qui faisaient du théâtre, qui parlaient plus fort que les autres, au café, ils rient très fort, ils sont complètement démonstratifs, ils s'embrassent tous, c'est une espèce de petite caste particulière, extrêmement narcissique. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très souvent les mauvais qui étaient comme ça. Et donc, je trouve, quand il y a des tournages dans Paris, il y a les rues bloquées avec les ventouseurs là, qui gardent les places, j'ai trouvé insupportable qu'ils annexent l'espace public comme ça. Et puis, je me suis mis à travailler avec eux. Et avec des gens les plus magnifiques, les acteurs et les actrices que j'admire le plus finalement. Et j'ai changé d'avis entièrement. Et je me suis mis à avoir une espèce de relation organique avec eux. Diriger des comédiens quand ils adaptent les voix, c'est quelque chose d'absolument sensationnel. Et je suis infiniment reconnaissant aussi de ce qu'ils peuvent donner, de ce qu'ils peuvent apporter. Et cette relation un peu ambiguë de désir qu'il y a en fait entre ce que donne un comédien ou une comédienne et la transformation du texte et des idées que ça apporte m'a rendu complètement admiratif, alors qu'auparavant j'étais narquois. La voix qui donc donne toute sa dimension, notamment à vos œuvres et à la BD. On va revenir aussi sur ces chiffres justement en BD, parce que vous le disiez, le 9e art est totalement sorti de sa bulle et ça fait longtemps d'ailleurs que ça dure. Aujourd'hui, un livre sur 4 en France vendu est une bande dessinée justement. 85 millions d'exemplaires, c'est le dernier référentiel pour l'Institut GFK, se sont écoulés en 2021, il y a une véritable explosion d'ailleurs de la lecture de bande dessinée, quel que soit son genre, pendant évidemment les confinements. Ça fait plaisir de voir qu'on a enfin reconnu quand même, alors qu'il y avait déjà une façon d'être adoubée exceptionnelle par le public, mais le fait que enfin, ça y est, ce soit posé en chiffres, ça permet de montrer que oui, la bande dessinée, c'est un art majeur. Oui, mais en fait, c'était déjà un art. Je fais encore une fois, je viens d'un monde où je déteste les hiérarchies. Donc, la dimension art majeur, art mineur, on voit très bien que c'est circonstanciel, que voilà, selon les moments de la culture et de la civilisation, telle ou telle chose est adoubée. En revanche, c'est un peu paradoxal que tout d'un coup, on se mette à porter la BD ONU uniquement parce que ça produit du fric. Donc là, c'est la dimension économique dont on parle, le nombre de ventes, les chiffres d'affaires. Effectivement, pour l'édition, tant mieux. Il y a des gens qui comprennent que ça. De toute façon, le langage du fric est avec des zéros avant la virgule. Et donc, pourquoi pas, si ça peut en imposer aux gens qui ont un portefeuille à la place du cerveau, c'est parfait et j'en suis ravi. Mais avant tout, c'est aussi les échos que ça peut avoir dans la société. Et moi, donc, ce qui m'importe beaucoup plus finalement que le chiffre d'affaires qu'on peut faire avec les ventes de BD,
bien que ce soit un milieu aussi paradoxal, dans la mesure où il y a un taux de pauvreté énorme chez les auteurs. Il y a un foisonnement dans la bande dessinée franco-belge, avec beaucoup d'auteurs et d'autrices qui sont très souvent précaires. Il y a eu plein de revendications sur des statuts des auteurs et tout, qui n'ont pas vraiment abouti, c'était des promesses pas trop tenues. Et donc, voilà, il ne faut pas non plus imaginer que c'est l'Eldorado. En revanche, le fait que toutes sortes de gens qui avaient une forme de dédain ou qui ne s'intéressaient pas du tout à la bande dessinée, tout d'un coup le découvrent parce qu'il y a de la bande dessinée de reportage, parce qu'il y a de la bande dessinée intimiste, parce qu'il y a de la bande dessinée militante, parce qu'il y a de la bande dessinée pour enfants, pour adultes, porno. Tout ça, c'est cette gamme, ce vaste horizon. Ça, on peut vraiment s'en réjouir. Peut-être plus encore que les chiffres de vente. Alors, ça va ensemble. Et je suis bien content de pouvoir payer mon loyer à Paris avec les ventes de mes albums. Mais malgré tout, c'est pas ce qu'on devrait le plus promouvoir, je dirais. Et mettre en avant, justement, et plutôt cet univers des possibles dans la bande dessinée. Dernière question avec vous, Jules, ici sur ce plateau pour l'École du Futur. Qu'est-ce que le Julien qui dessinait Le Serpent monétaire et Raymond Barre dirait aujourd'hui de Jules ? En fait, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que j'ai retrouvé, en rangeant un peu récemment, j'ai déménagé il y a 1 an, des papiers, notamment une espèce de rédaction que j'avais faite, je ne sais plus si c'était genre en 6e, où il fallait un peu imaginer son avenir idéal. Et je décrivais un personnage qui voyageait beaucoup, s'intéressait au vaste monde, apprenait différentes langues étrangères, dessinait, faisait des blagues. Et en regardant ça, je me suis rendu compte que, en fait, mes aspirations, mes espoirs, mes rêves les plus fous de l'enfance étaient finalement advenus dans la réalité. Qu'en fin de compte, j'avais pas énormément à renier dans ma vie des choses que j'aurais espérées. Alors que pourtant, on sait bien quand même qu'en avançant dans le temps, il y a énormément de petites défaites et de reniements. Et il y en a forcément avec lesquels il faut faire et avancer. Et ce truc-là est assez minimal par rapport en tout cas à cet affichage de l'enfance. Donc voilà, je trouve ça mignon. Absolument, c'est très mignon. Merci d'avoir été aussi mignon et d'avoir partagé justement cette masterclass avec nous. Jules, on vous lit donc déjà en librairie dès aujourd'hui avec le nouveau tome de Lucky Luke, L'Arche de Rantanplan. On peut continuer à vous lire tout court sans forcément lire vos dessins pour une fois les voir dans 50 nuances de grec. Évidemment aux éditions du Seuil, les textes justement pour cette épopée littéralement mythologique. Et puis dans quelques mois sur les écrans pour l'adaptation en long métrage de Silex and the City. Merci infiniment Guillaume, comme toujours, d'avoir été avec nous. Merci Jules, à très bientôt et on se retrouve dès lundi pour une nouvelle émission.